Salut tout le monde, moi c'est Gabriel et voici ma camarade Louise. Aujourd'hui, on est là pour vous aider à réviser votre BIA, c'est-à-dire le brevet d'initiation aéronautique. Et plus précisément, on va parler de l'histoire et de la culture de l'aéronautique. Salut à tous. Comme l'a dit Gabriel, on va plonger ensemble dans l'univers de l'aéronautique en discutant à deux. On a préparé pas mal de choses et on va partager avec vous ce qu'on a découvert. Après avoir exploré les avions expérimentaux qui ont repoussé les limites de notre ciel, il est temps de lever les yeux encore plus haut, vers l'infini. Mais il est important de se rappeler ceci. Avant même que l'homme ne rêve de marcher sur la Lune, des visionnaires et des ingénieurs ont ouvert la voie à l'exploration spatiale. Dans cet épisode, nous allons donc plonger dans l'histoire fascinante de ceux qui ont imaginé l'impossible. Je parle bien sûr de pionniers comme Konstantin Tsiolkovsky, Robert Goddard et bien d'autres, dont les travaux ont jeté les bases mêmes de la conquête spatiale. Leurs visions et leurs expérimentations ont permis de surmonter des défis technologiques incroyables et ont ouvert la route vers les premières fusées. Et tout cela bien avant que la NASA et d'autres agences spatiales ne s'emparent de cette grande aventure. Alors, rejoignez-nous pour découvrir l'héritage de ces précurseurs qui, bien avant les premiers pas sur la Lune, ont permis à l'humanité de regarder vers les étoiles. On va se pencher aujourd'hui sur une année assez incroyable, 1903. Tout le monde pense aux frères Wright et à leur premier vol motorisé en décembre. Mais ce qui est fascinant, c'est que la même année, un scientifique russe posait les bases théoriques du voyage spatial. Oui, et ce scientifique, c'est Konstantin Tsiolkovsky, un personnage vraiment à part. C'était un professeur autodidacte, un peu isolé dans sa ville de Kalouga, mais complètement obsédé par l'idée de voler et d'aller dans l'espace. Bien avant 1903, il imaginait déjà des avions en métal et rêvait de coloniser d'autres planètes. Et donc, en 1903, quelques mois avant le vol de Kitty Hawk, il publie un article qui va tout changer, du moins sur le papier. Le titre était « Exploration de l'univers à l'aide de machines à réaction ». Exactement. C'est considéré comme le tout premier texte scientifique sérieux sur le voyage spatial. C'est là qu'il affirme pour la première fois qu'une fusée est le seul moyen viable pour s'échapper de l'attraction terrestre et atteindre l'espace. Et il ne s'est pas contenté de le dire, il l'a démontré, n'est-ce pas? Quelles étaient les idées principales de cet article? Il y avait plusieurs concepts révolutionnaires. D'abord, il a calculé la vitesse nécessaire pour se maintenir en orbite autour de la Terre, qu'il a estimée à environ 8000 mètres par seconde. C'est ce qu'on appellera plus tard la première vitesse cosmique. C'était un calcul fondamental. D'accord, donc il a défini l'objectif, atteindre cette vitesse, mais comment? C'est là que ça devient vraiment visionnaire. Oui, pour atteindre cette vitesse, il a proposé une solution que personne n'avait envisagée. Une fusée à étages multiples, propulsée par des combustibles liquides. En l'occurrence, de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Son dessin de l'époque montrait déjà un vaisseau avec une section pour le pilote et deux autres pour les réservoirs, ce qui ressemble étrangement à nos lanceurs modernes. Il a même développé une formule mathématique pour ça, la fameuse équation de Tsiolkovsky. C'est ça. Cette équation, c'est la loi fondamentale qui lie la vitesse d'une fusée à sa masse. Elle démontre mathématiquement pourquoi il faut se débarrasser de la masse inutile au fur et à mesure, d'où l'idée des étages qui se détachent. Grâce à ça, il a pu prouver qu'il était théoriquement possible d'atteindre non seulement l'orbite, mais aussi de s'échapper de l'attraction terrestre pour voyager vers d'autres planètes. C'est fou de se dire qu'il pensait déjà à ça alors que l'aviation en était à ses tout premiers balbutiements. Il avait l'air d'avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Clairement. Et ce n'était pas sa seule idée avant-gardiste. Quelques années plus tôt, il avait imaginé le concept d'ascenseur spatial, une sorte de tour gigantesque pour monter des charges en orbite. Il a aussi construit la première soufflerie de Russie en 1897 pour étudier l'aérodynamisme. Il touchait vraiment à tout ce qui concernait le vol, du plus pratique au plus théorique. Donc, pour résumer, en 1903, on a deux événements majeurs qui se déroulent en parallèle. D'un côté, les frères Wright qui réalisent le rêve de l'humanité de voler dans l'atmosphère. Et de l'autre, Tsiolkovsky qui, dans son coin, dessine et calcule comment s'en échapper. Son article n'a pas eu un grand écho à l'époque, surtout en dehors de la Russie. Mais ses idées sur la propulsion liquide, les fusées à étages ou le guidage des fusées ont formé le socle sur lequel toute la conquête spatiale, notamment soviétique, s'est construite des décennies plus tard. En somme, on peut dire que si 1903 est l'an 1 de l'aviation, c'est aussi l'an 0 de la cosmonautique. C'est une excellente façon de le voir. Une année charnière où l'humanité a appris à voler dans les airs, tout en commençant à rêver, de manière scientifique et rigoureuse, à voler vers les étoiles. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un moment clé de l'aéronautique, le travail de Robert Goddard, et plus particulièrement l'année 1926. Oui, Robert Goddard, souvent surnommé le père de la fuséologie moderne.
Et 1926, c'est vraiment l'année charnière, n'est-ce pas? Exactement. C'est l'année où il a réussi à lancer la toute première fusée à Propergol Mekid. Mais avant d'en arriver là, il faut savoir que son intérêt pour les fusées a commencé très tôt, inspiré par le roman de science-fiction, La guerre des mondes, de H.G. Wells. C'est fascinant de voir comment la fiction peut inspirer des avancées scientifiques majeures. Mais il n'était pas qu'un rêveur, il avait une solide formation scientifique. Absolument. Il était titulaire d'un doctorat en physique. Dès 1914, il a déposé des brevets pour une fusée à plusieurs étages et pour une fusée utilisant des propergols liquides. En 1919, il a publié un article fondamental, une méthode pour atteindre des altitudes extrêmes. Et cet article a été accueilli avec beaucoup de scepticisme, si je me souviens bien. L'idée qu'une fusée puisse fonctionner dans le vide de l'espace n'était pas du tout acceptée à l'époque. Pas du tout. Il a même été ridiculisé, notamment par le New York Times. Mais cela ne l'a pas arrêté. Et c'est ce qui nous amène au 16 mars 1926 à Auburn, dans le Massachusetts. Le jour du lancement historique. Raconte-nous ce qui s'est passé. Ce jour-là, Goddard a lancé sa fusée. Elle était propulsée par un mélange d'oxygène liquide et d'essence. Le vol a duré seulement 2 secondes et demie, atteignant une altitude d'environ 12 mètres et parcourant une distance de 56 mètres. Ça peut paraître modeste aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une preuve de concept révolutionnaire. Pourquoi le passage au carburant liquide était-il si important? C'est le point crucial. Avant Goddard, les fusées utilisaient des poudres, des propergols solides. Une fois allumés, ils brûlent jusqu'à épuisement, sans aucun contrôle. Les carburants liquides, eux, permettent de contrôler la poussée, d'allumer ou d'éteindre le moteur. C'est ce qui a ouvert la voie à des fusées plus puissantes et manœuvrables. D'accord, donc c'est la contrôlabilité qui a tout changé. Et il ne s'est pas arrêté là. D'après nos recherches, il a continué à perfectionner ses fusées pendant des années. Oui, entre 1926 et 1941, son équipé, lui, ont lancé 34 fusées, atteignant des altitudes bien plus élevées et développant des innovations majeures comme la stabilisation par gyroscope. Malgré le manque de reconnaissance à son époque, son héritage est immense aujourd'hui. Le New York Times a même publié une correction en 1969, juste avant l'alunissage d'Apollo 11. C'est exact, et son nom perdure notamment à travers le prix Goddard d'astronautique, qui est la plus haute distinction de l'Institut américain d'aéronautique et d'astronautique. En conclusion, ce petit vol de 2 secondes et demie en 1926 a véritablement marqué la naissance de l'ère spatiale. Un petit saut pour une fusée, mais un bond de géant pour l'astronautique. C'est une histoire incroyable de persévérance face au scepticisme. Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur un personnage fascinant et controversé de l'histoire de l'aéronautique, Wernher von Braun. Plus précisément, on va se concentrer sur l'année 1942, qui a été un moment charnière pour lui et pour la technologie des fusées. Oui, 1942, c'est vraiment l'année clé. C'est là que son projet le plus célèbre, la fusée V2, connaît une avancée majeure. Il faut se rappeler que von Braun, dès son plus jeune âge, était obsédé par les fusées et l'exploration spatiale. Exactement. Et cette fusée V2, ou Vergeltungswaffe 2, qui signifie « arme de vengeance 2 », était une véritable révolution technologique. D'après les recherches, c'était le tout premier missile balistique guidé à longue portée au monde. C'est ça. Le cœur de l'innovation, c'était son moteur à ergols liquide, une technologie sur laquelle von Braun travaillait depuis le début des années 30. C'était bien plus puissant et contrôlable que tout ce qui existait auparavant. Et le grand jour, c'est le 3 octobre 1942. Depuis la base de Peenemünde sur la côte baltique, le premier lancement réussi d'une V2 a lieu. La fusée a parcouru près de 190 km. C'était la preuve que les missiles longue portée étaient devenus une réalité. Un succès technique indéniable. Mais, et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus complexe, ce succès a eu lieu sous l'égide du régime nazi. Von Braun était alors le directeur technique de cette installation et membre du parti nazi. C'est le point central de la controverse qui l'entoure. On ne peut pas ignorer les implications éthiques. Ces fusées V2 étaient des armes de guerre qui ont causé des milliers de morts. Et pire encore, leur production reposait sur le travail forcé de prisonniers de camps de concentration. Absolument. La question de sa complicité dans ces crimes de guerre est un sujet de débat intense parmi les historiens. Il est difficile de séparer l'avancée scientifique de l'horreur de son contexte de production. Sur le plan militaire, bien que la V2 ait été une arme redoutable, elle n'a pas changé l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Son importance est ailleurs, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Son véritable impact a été sur l'après-guerre. La technologie de la V2 a jeté les bases du développement des missiles balistiques intercontinentaux, ou ICBM, qui ont défini la guerre froide. Et c'est là qu'intervient l'opération Paperclip. Après la guerre,
Von Braun et une bonne partie de son équipe ont été secrètement exfiltrés aux États-Unis pour travailler pour l'armée américaine puis pour la NASA. Exactement, c'est assez ironique. L'ingénieur en chef de l'arme de terreur d'Hitler est devenu le père du programme spatial américain. Son expertise a été cruciale pour concevoir la fusée Saturne V, celle qui a envoyé les missions Apollo sur la Lune. En conclusion, l'année 1942 cristallise vraiment toute l'ambiguïté du personnage. On a d'un côté un exploit technologique qui ouvre la voie à l'espace, et de l'autre, une arme terrible développée pour un régime criminel. C'est un héritage à double tranchant. Un génie de la fuséologie, dont les innovations ont permis à l'humanité de rêver de la Lune, mais dont le parcours est indissociable des pages les plus sombres du XXe siècle. En conclusion, les précurseurs de la conquête spatiale ont ouvert les portes d'un nouveau monde, celui de l'exploration au-delà de notre atmosphère. Grâce à leur vision audacieuse et à leurs expérimentations pionnières, des figures comme Konstantin Tsiolkovsky, Robert Goddard et bien d'autres ont tracé les premières lignes d'un chemin qui mènerait l'humanité à défier les lois de la gravité. Leur travail a ainsi préparé le terrain pour les grandes étapes de la conquête spatiale qui suivraient, des étapes marquées par des réalisations révolutionnaires et des missions historiques. Il faut bien comprendre que ces pionniers ont fait plus que simplement rêver de l'espace, ils ont construit les bases concrètes de ce qui deviendrait un voyage de l'humanité vers les étoiles. Mais bien entendu, cette aventure ne s'arrête pas là. Nous allons maintenant entrer dans une nouvelle ère, celle où les premiers pas sur la Lune deviendront une réalité. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode, où nous explorerons la période de Spoutnik à Apollo de 1957 à 1972. Ce sera l'occasion de découvrir comment la course à l'espace entre l'Union soviétique et les États-Unis a atteint des sommets inédits jusqu'à culminer avec l'un des plus grands exploits humains, l'alunissage d'Apollo 11. Alors rejoignez-nous pour cette fascinante plongée dans l'histoire de la conquête spatiale.